Il s'appelle Evin Dri. Il a été vendu comme esclave à 800 000 francs CFA au Koweït. C'était en 2015. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Comment il a vécu? Il a accepté de répondre à toutes ces questions dans cette interview. Alors dites-nous, Evin, pourquoi êtes-vous parti?
Le numéro de ton patron. Il appelle mon employeur. Il refuse de venir, il refuse d'envoyer mon passeport, mes documents. Le premier employeur? Oui. Donc, le gars maintenant me dit, le policier là me dit, si il te fait sortir d'ici, tu peux aller travailler au désert. Là, mon patron est en train de négocier avec lui. Pour qu'on me fasse sortir, je vais venir au désert. Là, c'est pour aller me tuer. Parce que quand moi j'ai fui là, le jeune Togolais là, après eux ils ont déménagé. Mais quand j'ai fui, quelques temps après, lui aussi ils ont failli l'assassiner. Au moins trois bons garçons. Ils sont allés le frapper. Saigner comme ça. Les gourdins qu'on prenait le frapper avaient pointe dessus, donc on le tapait n'importe comment. Et qu'est-ce qui vous sauve en prison? Et là encore, le mec négocie avec le policier pour qu'on m'envoie au désert. Il dit pas question. Que je retourne chez moi. Le policier me demande, chez toi, c'est où? Il dit Côte d'Ivoire. Il dit Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, lui ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit Sarlahadj. Il dit Sarlahadj, Azamafi Maloum, lui ne connaît pas Sarlahadj. Sarlahadj? Sarlahadj, Côte d'Ivoire. Il dit il ne connaît pas Sarlahadj. Il a dit, mais vous connaissez Drogba? Il a tiré son coup, hein, Drogba. C'est comme ça, lui, il l'appelle Drogba. Antabila, ça va, Drogba? Vous venez du même pays? Il dit oui. Hein? Drogba, Azanafal, Koura, Chelsea? Il dit oui. Il dit Kalas, Mafi Mouchki, Kalas, Alero. C'est comme ça, il a ouvert le portail là. Qu'est-ce qu'il a dit en arabe? Il dit, c'est fini, il faut sortir. Il demande, il dit, Drogba, vous venez du même pays? Antabila, ça va, Drogba? Il dit oui. Il dit, Kalas m'a fait mouchkil. Il dit, c'est fini, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Drogba qui joue ballon, Chelsea là, il dit oui, il dit, Kalas, il faut sortir. M'a fait mouchkil, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Non, il m'a fait sortir. Là, ils ont commencé à remplir mes formalités, sans aucun papier, sans... C'est-à-dire que ce mec-là, le Drogba, son nom maintenant devient comme un passeport. Et là, ils ont commencé à m'enregistrer. Quand je vais, je franchis première étape, il y a un problème net. Au même moment, le même monsieur, c'est un gradé, il sort. Et puis il me demande, Drogba, je ne mouchkil, il y a quel problème? Il dit, bah, fille mouchkil, il y a problème. Il dit, ma fille mouchkil, il n'y a pas de problème. Et quand il rentre, il sort là, et Drogba avance. C'est comme ça ils ont fait, ils ont enregistré tous mes papiers. Ils ont fait mon dossier. Et là, maintenant, on nous fait changer de cellule. Mais vous restez quand même en prison pendant des mois. Je suis allé me mettre dans la douche, dans les toilettes. Et j'appelle le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il décroche. J'explique mes problèmes. Je demande si l'ambassade de Nigeria l'a appelé. Il dit non. L'ambassade de Nigeria ne vous a pas expliqué qu'il y a un Ivoirien qui est enfermé ici. Il dit non. Donc je lui explique mon problème. Il dit bon, ok, je vais enregistrer et on va faire un laisser-passer. On va envoyer. Donc c'est comme ça. J'ai eu le laisser-passer à un étudiant qui fait école coranique. C'est pas lui quand l'ambassade fait et puis on dépose et puis il s'en retire à DHL. Donc c'est comme ça, il allait déposer. Donc un jour j'étais là, on dit Drogba, il y a quelqu'un qui est là, il veut te voir. Je vais, voici le jeune. Il dit, je suis venu déposer ton laissez-passer. J'ai demandé au directeur de la déportation. À présent, ils ont dit que toi, tu n'as pas de problème, ton dossier est propre. Donc tu peux voyager à n'importe quel moment. Et votre famille dans tout ça, est-ce qu'elle est informée de tout ce que vous viviez? La famille ne savait pas. Il y a des fois, je pleure pour me consoler. Il y a des fois, vraiment, quand les pensées viennent comme ça me fatiguait. Donc, je traversais vraiment un moment. C'est vrai que grâce au nom de Drogba, les gens m'appelaient à gauche, à droite. Viens, tiens ça, machin, tout ça pour manger. Finalement, c'est vers Dieu que vous retournez pour que cette situation se décante. Un jour, j'ai pris une décision, un mercredi. J'ai dit, je suis fatigué, il faut que je quitte celui-là. Et j'ai pris un moment de jeûne et j'ai commencé à prier. J'ai prié le soir. Je romps le jeûne. Je dis, dans ma prière, je dis comme ça que Dieu, vraiment, je suis fatigué. Et c'est pas si ma présence ici, ça doit apporter quelque chose dans mon pays. Mais franchement, là où je suis fatigué. Il faut m'aider à retourner. Que d'ici dimanche, moi je retourne en Côte d'Ivoire. Dimanche, je sais que tu peux faire. Mon papier à l'heure là où je prie là, je vois mon papier, ça est dans le tiroir là. Donc ça veut dire que le directeur a oublié. Dis-lui pendant que je parle, quand le levé va déposer sur le bureau et signe mon document, dimanche je retourne en Côte d'Ivoire. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche on m'appelle. Je suis là, j'entends mon nom, Drogba, vers le portail. Safa, tu voyages, tu t'en vas au pays.
On vient m'informer. J'ai dit à l'instant T, j'étais tellement heureux. Je suis allé, j'ai soulevé mes petits trucs, puisque j'ai jeté ma valise. J'ai jeté. Donc j'étais là, j'arrive vers le portail, celui qui est venu m'informer dit, tu as connu un mec ici. Il vient de quel pays là, même le pays là, c'est en Afrique ici là. Ils sont vers l'île Maurice, Madagascar. Il dit, il y a un jeune malgache. Il dit qu'il est rentré ici là, tu es son ami. Tu es devenu son ami, en tout cas, tu l'as beaucoup aidé. Il a laissé une valise pour toi. Il m'a dit, dis-toi, c'est parce que tu es mon gars, j'aime ton affaire. Sinon ça là, nous on prend. Mais je t'informe moi-même que ça est en bas. Une grande valise, il a réservé ça pour toi. Il dit, tu peux prendre. Il dit, tout ce qui est dedans là, faut prendre, tu vas au payer avec. Donc c'est comme ça, je descends, on finit de remplir les formalités, tout ça. J'arrive, voilà la valise. C'était plus grande que pour moi ce que j'avais. Et puis j'ai jeté. Et quand vous arrivez en Côte d'Ivoire? Et j'arrive en Côte d'Ivoire en avril. Quelle année? 2016. Vous avez vécu combien de temps là-bas? J'ai fait 6 mois. 6 mois? Tout ça en 6 mois? J'ai fait 6 mois. On peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. Et dites-moi, Hervé, quand l'avion atterrit, comment vous vous sentez? J'arrive à Abidjan, j'ai d'abord prié. J'ai dit merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je suis arrivé chez moi. J'ai eu un soulagement. J'ai eu un soulagement. Et j'étais vraiment rempli de joie, ému de joie. Parce que là, je viens de sortir. Pour moi, je viens de sortir de l'enfer. Et je suis arrivé dans mon paradis. Je suis arrivé chez moi, ma terre natale. Là, je venais d'être délivré, libéré, sorti vraiment de l'enfer. J'étais tout heureux. Après, on dit la police est venue te chercher. Je dis quoi? La police encore? Je sors dans les histoires de police, j'arrive chez moi encore. Non, mais là, attends, il y a quel problème? Quand ils m'ont interrogé, le capitaine dit non, ce problème nous dépasse, nous tous. Et on va appeler le commissaire. Le commissaire est venu lui-même, m'a interrogé. Quand il a fini de parler, il dit non, c'est trop fort, lui va m'envoyer à la DST. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce qu'il y a de louche dans cette histoire? Non, au fait, il s'étonne qu'un Ivoirien soit traité de cette manière. Donc, soit mon interrogation va les aider à tracer demain si l'État de Côte d'Ivoire décide de mener vraiment la lutte contre ce trafic-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la DST et ils m'ont interrogé. C'est vers 22h, on m'a libéré, je suis rentré. Est-ce que quelqu'un vous attendait à l'aéroport? Oui, il y a la maman de mon second, là, mon ami. Là. Moi, je suis venu avant lui. Il a dit à sa maman qu'il y a mon frère là qui vient. Il faut l'héberger d'abord chez nous à la maison. Donc, je suis arrivé, sa maman m'a accueilli, tout ça, son papa. Mais ils m'ont dit une chose. Tout ce que tu as vécu là-bas, il ne faut même pas dire. Son papa va entendre. Je ne vais piquer une crise. Parce que lui aussi traversait la même situation. Donc j'ai caché à son papa, mais sa maman savait tout. Et quand vous retrouvez vos parents? Et moi maintenant, j'arrive en famille, franchement, j'ai retrouvé la famille. J'étais content. J'étais content. Et tout ce que le pasteur leur disait, sinon votre frère avait gâté, le Bouchman, il avait gâté. Et le pasteur dans tout ça? Lui, il appelle les parents. Il leur dit non, que moi, je ne vais pas travailler. Qui, le pasteur? Oui, le pasteur. Or, moi aussi, quand je l'appelle au départ, il me mettait en confiance. Or, il savait ce qu'il était en train de préparer. Il y avait celui qui est ici, puis au Mali. Donc, il me jouait le jeu. Et celui qui est ici, il raconte autre chose à mes parents, que non, le gars, il ne veut pas travailler, il ne veut pas faire ceci, cela, qu'on lui dit de faire ça, il veut gâter nos mouvements, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est quand je suis arrivé, ils ont eu la vraie version. Donc, le mec, il apprend que je suis arrivé. Il lui a dit, si j'arrive en Côte d'Ivoire, lui va dormir en prison. Donc il a commencé à négocier. Quand il a su que je suis arrivé, il a commencé à négocier avec mon grand frère. Vraiment, il me propose d'aller au Maroc. Il va se racheter. Il dit pas question. Où je suis arrivé, je ne bouge plus. Et vous êtes de retour au pays. Comment est-ce que vous parvenez à vous réintégrer? Ça n'a pas été facile. J'ai traversé une période vraiment amère encore quand je suis retourné en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de boulot. Parce qu'il a démissionné de l'autre côté avant de partir. C'était difficile. C'est un ami, père et son âme. Il est mort dernièrement.
C'est à lui, quand j'ai expliqué mon problème, il a dit, ah, ok. Et il a trouvé, oui, en ce moment, lui, il était infirmier dans une entreprise à la zone. Donc c'est comme ça. Il a dit, envoie tes dossiers. Et il a lutté, on m'a pris là-bas. Quand les 11 mois de contrat sont finis. Et c'est là qu'il y a une entreprise aussi. On a fait connaissance et puis ils m'ont recruté. J'étais responsable commercial. Et à quel moment vous commencez à faire de la location de vaisselle? Bon, location de vaisselle, il faut dire que c'est depuis cette année que j'ai commencé. Le peu que je gagnais, j'ai commencé à me préparer, payer mes trucs. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de créer ma petite structure qui est là, ce que vous voyez. Je fais location de vaisselle. J'ai même d'autres trucs encore dedans, c'est pas tout qui est là. Il y a encore d'autres verres et les assiettes. Il y en a plusieurs dedans là-bas. Donc je fais la location quand les gens ont besoin de faire des cérémonies, mariage, baptême, anniversaire et autres, ils ont besoin de louer ça. Voilà. Et je fais louer ça. Et ça me permet de vivre, de payer ma maison. Hervé, si vous deviez comparer vos deux vies, celle que vous vivez aujourd'hui et celle vécue dans le Golfe au Koweït. Oui, il n'y a pas de comparaison. Parce que d'abord, le paradis même, c'est chez soi. Et je dis en un seul mot, être esclave et être libre, indépendant, c'est incomparable. Donc, où je suis là, je suis tranquille. Voilà, je suis mon propre patron. Je gère mes affaires. Alors que de l'autre côté, j'étais prisonnier, j'étais esclave. Dit au XXIe siècle, un être humain que je t'ai acheté à 450 dinars, c'est pas moi qui l'a injurié, mais c'est toute une nation qui l'a injurié. Donc, je ne peux même pas conseiller quelqu'un. Vous voulez pleurer? Non. Je suis déjà mu d'esprit avec l'expérience que j'ai vécue. Donc, si je dois pleurer pour ceux qui vivent actuellement dans la même situation que moi, dans le Golfe, au Koweït, dans le Maghreb et un peu partout, en Libye et autres. On va pour le mieux-être. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que c'est un mythe. On nous explique qu'arriver là-bas, tu seras riche. Arriver là-bas, tu seras autonome. Arriver là-bas, tu vas avoir l'argent. Mais c'est un mythe. Tout ce qu'on nous fait, on raconte, on nous vend du rêve au fait. La migration irrégulière aujourd'hui a endeuillé beaucoup de familles. La migration irrégulière aujourd'hui a emprisonné beaucoup de jeunes qui ont perdu leur sens de vivre dans des prisons. Beaucoup ont été violés. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Aujourd'hui, l'expérience que moi j'ai vécue dans le Golfe au Koweït, ça m'a permis de savoir que mon pays n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire, parmi tant de pays dans le monde entier, c'est l'un des pays, l'un des meilleurs pays au monde. Tantôt on entend dire oui c'est un pays xénophobe. Je dis vous ne connaissez pas des pays où on dit xénophobie ou bien qui sont xénophobes. Allez-y dans le Golfe, allez-y dans le Maghreb. En Côte d'Ivoire, les étrangers sont mieux traités. Hervé Ndri, si c'était à refaire? Je dirais non. Parce que je suis allé, ce n'est pas ignorance. Aujourd'hui, j'ai les yeux ouverts. Je sais ce que c'est que émigrer dans un autre pays. Donc je ne peux pas tenter cette mésaventure encore. C'est bien beau, on peut voyager. Mais dorénavant, si je dois aller dans un pays, moi-même, là, je me déplace à aller dans l'ambassade pour me renseigner, pour voir les conditions qui m'attendent là-bas avant de m'engager. Je ne peux plus faire une immigration où je suis à la maison, c'est quelqu'un qui vient me donner le visa. Moi-même, personnellement, je vais faire des démarches pour être mieux informé. Et à la suite de tout ce que vous avez vécu, vous décidez de créer une ONG. Oui, c'est à la suite de tout ce que j'ai vécu parce que je ne peux pas m'asseoir, fermer ma bouche, fermer mes yeux. Pendant ce temps, la jeunesse continue d'y aller et subit encore le même sort que moi. Donc j'ai décidé de mener cette bataille et je pense que, Dieu merci, on a quand même sauvé plusieurs vies. Libérer des prisonniers dans les autres pays, rien que pour intervenir, appeler seulement et on donne des directives et puis ces personnes sont libérées. Je pense que c'est un combat noble. Merci.